Arratsaldeon, deneri. Alors, Egusi Urteaga, moi j'ai envie de vous demander si vous n'êtes pas un graphomane fou. Parce que tous les ans, j'ai 2 livres à présenter de vous. C'est-à-dire la production éditoriale est quand même substantielle, parce qu'en plus, que c'est pas des livres de 100 pages, il y a de quoi. Enfin, c'est une plaisanterie de début de présentation. On va commencer dans l'ordre suivant. On va commencer par études au pluriel, je précise, de sociolinguistique au Pays Basque. Et puis nous poursuivrons avec un travail de sociologie plus générale et plus classique qui est face à l'incertitude. Alors, sur cette étude de sociolinguistique que vous publiez à l'Harmattan, je précise, vous faites une photographie absolument passionnante, je trouve, de l'état de la langue basque aujourd'hui. C'est-à-dire que pour ceux qui ont envie de savoir à peu près où on en est, je crois que ce livre est formidable parce qu'il contient énormément d'informations. Alors, ce ne sont pas des informations que vous avez inventées, ce ne sont même pas des informations que vous êtes allé collecter, vous, sur le terrain directement. C'est vous faites la synthèse de ce qu'ont fait tous les statisticiens, tous les gens qui ont travaillé, aussi bien à la communauté autonome du Pays Basque que de l'autre côté, les Euskadi, la Navarre, la communauté forale, et également ce qui est fait par l'Office public de la langue basque en Iparraldé. Et donc, j'ai pas triché avec lui, je lui ai dit, je ne l'ai pas lu comme si j'étais ton étudiant, parce que d'abord, je ne serais peut-être pas arrivé à l'heure pour commencer, parce qu'il y a énormément de données statistiques, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on peut en faire une première synthèse pour pouvoir démarrer notre conversation. En lisant le livre, je me disais que pour assurer un bon maintien de développement de la langue basque, il y a au moins 3 conditions qui sont requises dans ce que l'on peut constater là. Le premier, c'est qu'il vaut mieux naître et grandir dans une famille dont les 2 parents sont bascophones et qui ont le basque comme première langue. Le deuxième, c'est qu'il vaut mieux vivre dans une zone où la langue basque est dominante ou à forte proportion bascophone, ce qui m'amène à penser que en Iparraldé, il vaut mieux naître et grandir en Soule et en Basse-Navarre, peut-être un peu en labour intérieur, mais pas du tout sur la côte pour aller vite. Et le troisième élément pour que, effectivement, ce travail d'assise de la langue basque, beaucoup de linguistes dans le monde entier disent aujourd'hui que c'est une des langues minoritaires qui est probablement sauvée. C'est pas une donnée abstraite, c'est une donnée très, très concrète, mais qu'une langue se porte mieux lorsqu'elle a des droits et des devoirs qui lui sont rapportés et qui sont respectés dans la zone, ce qui est beaucoup plus le cas, c'est clair et net, dans la communauté autonome basque qu'en Navarre ou qu'en Iparraldé. Voilà pour résumer. Alors, première question, si tant est qu'il y ait une question, c'est est-ce que tous ces chiffres ou toutes ces données que vous avez observées vous donnent de l'espoir en matière de maintien en l'état ou de développement de la langue? Est-ce qu'on est plutôt dans une phase de développement ou dans une phase de stagnation et de maintien? L'objectif de ce livre a été de mener une étude sur les 3 réalités politico-administratives, donc la Navarre, la communauté autonome basque et le Pays Basque Nord. Dans un ouvrage précédent, j'avais analysé la nouvelle politique linguistique au Pays Basque Nord. Là, l'objectif a été d'ouvrir la focale parce que précisément, ça permet de mettre en exergue les différences de statut juridique qui ensuite vont déboucher donc sur un certain nombre de droits linguistiques qui sont reconnus. Et donc, pour faire respecter ces droits-là, il y a des politiques linguistiques plus ou moins ambitieuses qui sont mises en œuvre. Il est bien évident que dans la communauté autonome basque, où la langue basque est une langue co-officielle, il y a une reconnaissance par la Constitution espagnole, le statut d'autonomie et une législation extrêmement abondante. Et donc, ça va se traduire par une politique linguistique beaucoup plus ambitieuse. Concrètement, les chiffres indiquent que depuis les années 80, il y a eu 300 000 bascophones de plus produits, entre guillemets, donc par les différentes politiques publiques, dont 200 000 qui sont imputables au système éducatif. Donc on voit bien que dans la communauté autonome basque, on est dans un processus de réappropriation très net. Et plus on est jeune, et plus on le maîtrise, et plus on l'utilise. Et donc,
De ce point de vue-là, dans la communauté autonome basque, le processus de revitalisation est en marche et poursuit son activité. Dans la communauté forale de Navarre, c'est plus compliqué parce qu'il y a une zonification, c'est-à-dire qu'il y a 3 zones. Il y a la zone bascophone, la zone mixte et la zone non bascophone. Et donc, suivant la zone dans laquelle on réside, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la densité de locuteurs, qui est un élément fondamental au niveau de la maîtrise, mais aussi au niveau de la pratique. Donc ça varie en fonction de la zone sociolinguistique. Au Pays Basque Nord, il n'y a pas de reconnaissance officielle. Et donc, comme la législation est sous-développée d'une certaine façon, il y a ce vide juridique qui a été mis à profit pour se mettre d'accord entre l'État, la région, le département et les communes, et maintenant la communauté d'agglomération, pour élaborer une politique linguistique. Donc, ça donne des résultats très disparates en fonction des zones sociolinguistiques. Si on prend les 7 provinces basques, on peut dire que la langue basque est dans un processus de revitalisation. Mais ensuite, si on descend à une échelle inférieure, on s'aperçoit que la situation au Pays Basque Nord, par exemple, n'est pas aussi favorable. Non pas tant parce qu'on ne produit pas, entre guillemets, suffisamment de bascophones, puisqu'on voit qu'en nombre absolu, il y a de plus en plus de bascophones. Par contre, comme simultanément, c'est un territoire extrêmement dynamique sur le plan démographique, comme il y a une augmentation de population de 1% par an, ce qui équivaut à peu près entre 3200 et 3500 habitants de plus, Pays Basque Nord, qui en plus résident pour la plupart sur la côte, en proportion, la proportion de bascophones diminue. Et donc, si vous avez moins de bascophones autour de vous, vous avez moins de probabilités, de possibilités de l'utiliser. Et ça rejoint un des chapitres du livre où j'analyse le rapport entre connaissance et pratique. Et le constat auquel j'arrive, c'est que bien que en matière de connaissance, les tendances soient très différentes, ça augmente dans la communauté autonome basque, c'est stable en Navarre et ça baisse au Pays Basque Nord. Dans les 3 cas, si on analyse l'évolution sur 30 ans, l'écart entre la connaissance et la pratique augmente. Plus on avance dans le temps et plus l'écart est grand. Et il y a 2 facteurs explicatifs à cela. Premièrement, le fait que la densité de locuteurs a tendance à diminuer, pour la raison que j'évoquais notamment. Et le deuxième facteur explicatif est lié au fait que le sentiment de compétence et le niveau de compétence linguistique en basque diminue. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des bilingues qui se sentent plus à l'aise en français ou en espagnol. Et donc, lorsqu'ils ne se retrouvent plus dans des zones ou plus exactement dans des sphères où ils sont obligés de le pratiquer, comme l'enseignement par exemple, quand ils se trouvent dans des situations informelles, entre amis, etc., ils ont tendance à aller vers le français ou vers l'espagnol plus facilement. Et donc c'est ça qui explique le décalage croissant entre la connaissance et la pratique, qui est un véritable défi. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris à la lecture, en tout cas de tous les éléments que j'ai lus, parce que je souhaite ne pas tricher avec vous, mais ne pas tricher avec le public non plus, c'est qu'en même temps, ces quelques chiffres, ces quelques données sont inquiétantes, mais il y en a d'autres qui sont très positives. Par exemple, l'opinion pour le développement de la langue basque est de plus en plus positive. C'est-à-dire, pour des gens de ma génération qui avons connu le moment où une période où parler basque, c'était vraiment, comme diraient les gens des Antilles, c'était quasiment être un fond de cale, quoi. Aujourd'hui, globalement, à plus de 80%, les gens ont une opinion positive de la langue, de son apprentissage et de sa place dans l'espace public. Alors, globalement, si on prend les 3 zones que j'ai évoquées, les attitudes sont de plus en plus favorables vis-à-vis du basque et vis-à-vis de sa promotion par les pouvoirs publics. Ceci dit, les tendances ne sont pas exactement les mêmes en fonction des zones. C'est très manifeste dans la communauté autonome basque. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement le fait que de plus en plus de gens sont favorables, c'est aussi le fait que de moins en moins de personnes sont contre. Voilà. Et il y a une partie qui est indifférente ou qui ne se prononce pas sur ces questions-là. Et donc, ce qui fait que globalement, on voit une tendance de fond où les gens sont de plus en plus favorables. Ceci dit, il y a des nuances et des différences en fonction des territoires. Et notamment, on observe qu'en Navarre, il y a un niveau de polarisation sur la question linguistique qui est supérieur à ce qu'on connaît dans la communauté autonome basque ou au Pays Basque Nord, où il y a un niveau de consensus qui est quand même assez large. Et ça s'explique essentiellement par le fait qu'un parti politique,
UPN en l'occurrence, essaie d'instrumentaliser le basque à des fins politiques et à des fins électorales. Et donc ça génère en Navarre, c'est assez spécifique à la Navarre, un niveau de polarisation qui est légèrement supérieur à ce qu'on connaît dans les autres territoires. Ceci dit, ce qu'on constate, c'est que globalement, et plus on est jeune et plus c'est vrai, les gens sont de plus en plus favorables vis-à-vis de la langue basque. Puis lorsque vous donnez un certain nombre de détails, c'est qu'en même temps, il y a quelques opérations ou quelques événements qui font, ou de part et d'autre de la Muga, de la frontière, qui est ce qu'elle est, il y a des manifestations de parler prioritairement en basque, soit en basque entre deux bascophones, soit au moins entreprendre la conversation en langue basque, etc. C'est la journée Euskaraldia, pardon, et ça, ce genre d'événement n'existait pas avant. Le fait qu'il se soit mis en place est créateur probablement d'une conscience de l'importance de cette langue pour beaucoup plus de gens qu'il y a quelques années. L'initiative d'Euskaraldia, qui est une initiative qui émane de la société civile organisée, qui a été accompagnée et soutenue par les pouvoirs publics, mais qui émane de la société civile organisée, trouve son origine dans ce décalage croissant que j'évoquais tout à l'heure entre la connaissance et la pratique. Et donc, il y avait une volonté de renforcer la pratique. La question, c'est comment le faire. Il y a les politiques publiques pour ça, mais parallèlement aussi, la société civile organisée peut faire quelque chose. D'où l'initiative de Euskaraldia, dont la première édition a eu lieu en 2018, et qui a eu un grand succès, puisque plus de 200 000 personnes se sont inscrites, soit en tant qu'AOBC ou Belarri Prest. Et donc, c'était une sorte d'exercice sociolinguistique à grande échelle, qui a eu une répercussion très forte et qui s'est traduit par le fait que ça a modifié les comportements linguistiques sur le moment, mais aussi après, dans la durée, puisque des évaluations qui ont été faites 6 mois après et qui ont montré que bien que l'effet a tendance à s'atténuer au fil du temps, il perdure quand même de façon tout à fait conséquente. Et donc, cette initiative a été reproduite à 3 reprises, et une nouvelle édition donc est déjà annoncée. Et ce qui montre bien que pour modifier les comportements linguistiques, il est très important que les personnes se trouvent dans des situations où elles soient capables d'identifier des personnes qui maîtrisent ou en tout cas qui comprennent le basque. Et ça, ensuite, ça va permettre l'activation de personnes. Et donc, lorsqu'un certain nombre de personnes perdent la peur de pratiquer le basque, qu'elles maîtrisent plus ou moins bien, ensuite, ça modifie les rapports et la langue dans laquelle se produisent ces rapports-là. Et ça s'inscrit dans la durée. Et donc, c'est un enjeu fondamental parce que longtemps durant, les politiques linguistiques se sont centrées surtout sur la compétence, d'où l'importance donnée à l'enseignement, et notamment des enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu ce décalage croissant entre la connaissance et la pratique, l'enjeu fondamental, c'est la pratique. Et donc, pour que les gens utilisent le basque, il faut qu'ils aient un niveau suffisant de basque et il faut qu'ils se sentent suffisamment à l'aise en basque. Qu'ils se sentent gênés, parce qu'il y a un peu ça. On parle parfaitement les deux langues, mais on n'est pas tout à fait bilingue. Et à un moment donné, on choisit l'autre langue, la langue dominante à l'échelle des États, ou le castillan, ou le français, pour pouvoir poursuivre la conversation. Et je consacre un chapitre à ce thème de la qualité de la langue basque. La qualité de la langue basque ne renvoie pas à la correction linguistique. Il ne s'agit pas de parler correctement le basque sur le plan grammatical, sur le plan lexical. Il s'agit que ce soit une langue efficace au niveau de la communication. Parce que la communication, ça vise à échanger des informations, des sentiments, des émotions. Donc si, en fonction du contexte, de l'interlocuteur et du sujet, on arrive à communiquer en basque, peu importe que la correction ne soit pas forcément présente, dès l'instant où on arrive à communiquer, on arrive à échanger des informations. Et ça permet de surmonter l'insécurité linguistique qui existe chez bon nombre de bascophones. Alors, juste une question, mais très rapide comme réponse, parce qu'on a un autre livre à présenter. Est-ce que, à l'issue de cette étude, vous êtes plutôt... Alors, vous êtes obligé d'être dans la rationalité, c'est le job qui veut ça, mais enfin, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas ? Moi, je suis professeur à l'Université du Pays Basque, dans la communauté autonome basque. Et moi, je vois l'évolution, par exemple, au niveau de mes étudiants. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à enseigner là-bas, il y avait entre un quart et un tiers qui choisissaient de suivre le cursus en basque. Aujourd'hui, c'est les 3/4 qui le font en basque. Donc, on voit une évolution qui se manifeste à ce niveau-là. Mais l'inquiétude que j'ai, c'est au niveau de la pratique.
C'est-à-dire qu'il est fondamental que les personnes qui maîtrisent le basque l'utilisent. Et pour ce faire, donc, il faut qu'il y ait un environnement sociolinguistique qui le permette. Je vous remercie pour ce premier livre. On passe au second, qui est un livre beaucoup plus classique, même si on va essayer de le ramener, nous, dans la conversation ici au Pays Basque, qui a un travail de sociologie, j'irais jusqu'à dire sociologie politique, en tout cas vraiment un ouvrage de sciences sociales sur la question de l'incertitude, parce que c'est même pas la peine de vous faire un dessin. Avec le développement du libéralisme à l'échelle mondiale, avec l'échelle de la mondialisation, à la mesure de la mondialisation, avec même beaucoup plus récemment ce qu'on peut voir faire à Milei en Argentine, les niveaux d'incertitude des populations sont considérables. Donc, vous n'êtes pas, dans ce livre, en train de faire le constat de l'incertitude. Vous êtes plutôt en train de travailler sur les comportements qu'ont les gens, les nations, les institutions, pour essayer de combattre cette incertitude, ou au moins essayer de ne pas en être prisonnier. Alors on peut prendre plein d'exemples, mais on voit bien que tout le monde est dans une recherche de régulation. Régulation de la crise financière, régulation tant qu'on peut sur la question du réchauffement climatique, sur la question des pandémies, sur la question de la diffusion de l'information, on le voit bien aujourd'hui. On pourrait continuer sur la question de l'intelligence artificielle, avantages, désavantages, inquiétudes. Puis après, sur d'autres sujets qui sont devenus des sujets émergents, la place des femmes, le doute sur le fonctionnement de la démocratie, sur l'interculturalité, etc. Et donc, ce qui est intéressant là dans le travail que vous faites, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. L'empowerment, c'est-à-dire l'autonomie de décision que prennent et de liberté de décision que prennent un certain nombre de personnes. Alors, est-ce que vous pourriez illustrer de quelques exemples, notamment en Pays Basque, où moi j'ai l'impression que de ce côté-là, c'est une région qui a une capacité, enfin c'est en tout cas des territoires qui ont une capacité d'empowerment bien supérieure à beaucoup d'autres. Est-ce que vous pourriez prendre 2 ou 3 exemples pour illustrer effectivement ce que c'est que ce combat contre l'incertitude et comment il est mené? Alors, pour bien comprendre ce livre, en fait, c'est la deuxième partie d'un livre précédent qui s'intitulait « La société de l'incertitude ». Le point de départ était de dire que, au cours des 15 dernières années, on assiste à une multiplication d'événements qui n'avaient pas été prévus. La crise financière de 2008, la crise des réfugiés de 2015, l'élection de Trump, le Brexit, la pandémie, la crise en Ukraine, qui ont des impacts tout à fait réels dans nos vies quotidiennes, mais qui n'avaient pas été anticipés ni par les observateurs, ni par les institutions internationales. Il y a plusieurs origines à cela. Il y a la fin des grands récits, il y a la globalisation, il y a l'individualisation croissante des sociétés, il y a la fragmentation croissante des sociétés. Tout ça fait qu'on est dans des contextes, dans une société où il y a une intensification et une diversification de l'incertitude qui concerne tous les domaines. C'est la géopolitique, c'est la santé, c'est l'économie, la politique, l'environnement. Et donc tout ça va se traduire donc par une augmentation des risques et de leur perception sociale, ce qui est manifeste par exemple par rapport à l'évolution du changement climatique. Les gens sont de plus en plus conscients des risques que supposent les changements climatiques, parce que ça a des répercussions sur le plan économique, sur leur vie de tous les jours, etc. Et ce renforcement des risques et de leur perception entraîne une insécurité, un sentiment d'insécurité croissant, notamment dans le domaine social, qui vont se traduire par 2 types d'émotions. C'est premièrement l'anxiété, qu'on va voir par exemple avec l'éco-anxiété, qui est très présente chez les jeunes. Deuxième émotion, la colère, qu'on a vu notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu une explosion de colère en dehors donc des partis politiques, des syndicats et de l'action collective qu'on observe d'habitude. Et donc, la question que je me suis posée donc, après ce premier livre a été de dire, mais au fond, que font les acteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, institutionnels ou sociaux, locaux ou internationaux, pour essayer de diminuer les effets néfastes de cette incertitude croissante dont on perçoit les conséquences tous les jours. La guerre en Ukraine, concrètement, ça se traduit donc par une augmentation de l'inflation qui va se traduire par le fait que les gens ont de plus en plus de difficultés à faire face aux dépenses courantes et aux dépenses obligatoires. Avec et donc, derrière, comme corollaire, l'obsession régulatrice. Alors, la question, c'est face à ça, quelles sont les différentes stratégies ?
l'une des stratégies, c'est de réintroduire de la régulation. Pourquoi est-ce que l'incertitude est si forte? C'est parce qu'à partir du milieu des années 70, il y a eu des politiques néolibérales qui se sont mises en place, qui ont dérégulé le marché de l'emploi, dérégulé les marchés commerciaux, dérégulé le système financier international, qui a favorisé la multiplication de crises et qui a favorisé le fait qu'on assiste à des bulles spéculatives qui, à un moment donné, éclatent et qui ont des conséquences socio-économiques tout à fait dramatiques, comme on l'a vu suite à la crise financière de 2008. Donc, la première réaction a été de réintroduire de la régulation. Deuxième stratégie, c'est l'empowerment, auquel vous faisiez référence. Aujourd'hui, ce qu'on perçoit, c'est que les acteurs essaient de se mobiliser, de s'activer. Et au Pays Basque Nord, c'est très net. On le voit de plus en plus au niveau des acteurs. Par exemple, on voit au Pays Basque Sud que le mouvement féministe reprend énormément de force. Et ce sont les jeunes femmes qui sont en train de se mobiliser, qui veulent véritablement décider de leur avenir et qui ne veulent pas être victimes seulement de discrimination en raison du genre. On le voit aussi au niveau du Pays Basque Nord, où il y a des mobilisations extrêmement fortes dans le monde agricole, dans le mouvement pour la préservation du climat, très présent chez les jeunes, mais aussi dans d'autres catégories de la population. Et donc, on pourrait multiplier les exemples pour montrer qu'il y a une volonté de réappropriation, d'avoir donc une influence sur sa vie de tous les jours et sur son avenir. Et donc, ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Est-ce que tout ça nous raconte, et parce que ma pendule m'indique que le temps que nous avons commence à être réduit, est-ce que tout ça nous amène à penser que on est en train de reconstruire nos sociétés un peu différemment de ce qu'elles ont toujours été? C'est-à-dire que l'incertitude est tout à la fois le malaise que vous avez évoqué, mais elle est tout à la fois aussi perçue par beaucoup comme une chance, comme la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau et de vivant. L'incertitude, souvent, est perçue comme une menace, mais ça peut être une opportunité pour repenser les choses. Et ça peut être un vecteur de résilience tout à fait manifeste. L'incertitude, ça veut dire que l'avenir n'est pas tracé, l'avenir n'est pas nécessairement prévisible, mais ça veut dire aussi que l'avenir est ouvert. Et donc, ça ouvre des opportunités, en fin de compte, pour faire les choses autrement, pour penser le système économique, les échanges sociaux, les rapports de genre différemment. Et donc, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de réappropriation de la part des différents acteurs. Est-ce que la démocratie peut sortir indemne de cette espèce de moment si particulier dans l'histoire de l'humanité? Ce qu'on perçoit, c'est que la démocratie représentative, telle qu'elle s'est mise en place en Europe à partir du XIXe siècle, est drôlement bousculée par ces transformations qui ont des impacts réels, qui se traduisent par une perte de légitimité d'une certaine conception de la démocratie. Mais en même temps, on voit que simultanément, il y a des démarches de démocratie participative qui prennent le relais. Et au Pays Basque Nord, par exemple, pour prendre un exemple, on voit qu'il y a des projets de territoire qui ont été élaborés de manière participative. Il y a eu Pays Basque 2010, puis Pays Basque 2020, maintenant Pays Basque 2040, qui montrent que la question n'est pas de subir les évolutions qui se produisent notamment au niveau international, mais c'est aussi d'en être acteur et de construire cet avenir-là. Mais ça ne peut se faire que de manière participative et en y associant tous les acteurs. Bien, moi je pense que on a fait un tour des deux livres, ce qui n'est pas mal quand même en l'espace de 25 minutes, 25-30 minutes. Oui, c'est l'heure, c'est bien ça. Je voulais juste faire remarquer un truc que j'ai trouvé très joli dans l'étude de sociolinguistique au Pays Basque, c'est que on a tous longtemps parlé de la langue de Molière, de la langue de Cervantes, de la langue de Shakespeare. Et vous avez rentré une nouvelle donnée pour tout le monde. Quand vous parlez de l'Euskara, vous dites la langue des Tchepalé. Et je me suis dit qu'après tout, c'était bien de faire observer à tout le monde qu'on peut en faire un usage plus qu'abondant. Ça changera de ce à quoi nous étions habitués. Eguzki, un grand merci. Merci.